Il y a de nombreuses personnes qui ont peur de faire des erreurs. Et cette peur les conduit à rester cloîtrées dans l'inertie tout au long de leur vie. Donc elles ne prennent pas de risques, elles n'essayent rien de nouveau et elles vivent une existence somme toute fade. Pourtant, lorsqu'on étudie un peu l'histoire, on se rend compte que de nombreuses découvertes majeures sont le fruit d'erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui sont devenues des idées lumineuses qui parfois ont révolutionné notre monde. Je vais partager avec vous justement 4 histoires de ce genre qui vont vous permettre de comprendre que vous devez sortir de votre zone de confort, vous ne devez pas avoir peur des faux pas et que ça peut transformer votre vie, mais impacter bien au-delà de vous-même toute la communauté. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Tu es sur la chaîne des rocks, ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Et dans cette communauté, donc, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de soft skills, de développement personnel, d'éducation financière, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification. Cette chaîne t'aidera assurément à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, je veux parler de cas concrets. Parce que quand on parle de développement personnel, il y a certaines personnes qui se plaignent souvent de ce que les théories soient parfois un peu abstraites ou un peu vaseuses. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets. Ce que je fais d'ailleurs généralement, mais je ne vais pas accompagner ça de théorie. On va rester dans de la pratique, juste dans des exemples, un peu comme des études de cas, pour vous montrer que faire des erreurs, essayer des choses, c'est important. Ça fait partie du principe de l'itération de toute façon. Si vous voulez améliorer un processus, il faut bien essayer plusieurs fois, comme Thomas Edison avec la lampe électrique et comme bien d'autres personnes. Vous n'allez pas réussir du premier coup lorsque vous avez un objectif. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est encore plus intéressant que ça. Ce sont des cas qui, en fait, nous orientent vers une autre perception de la vie. Ce sont des cas qui nous rappellent que parfois, l'objectif peut être dévoyé. L'objectif peut être complètement différent du résultat. Mais le résultat qu'on obtient, qui est censé être un échec, peut, lui, devenir une véritable réussite. C'est un peu comme de la transmutation, dans une certaine manière. C'est comme si l'échec disparaît et que la réussite apparaît. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste que parfois, pour que certaines choses prennent corps et prennent vie, elles doivent passer par des chemins détournés. C'est ainsi que l'univers décide de faire parfois des miracles. C'est ce qu'on appelle des miracles ou alors des merveilles, parce qu'on n'arrive pas, nous, humains, à l'expliquer. Alors, on va commencer en évoquant le cas des cornflakes. Vous connaissez tous les cornflakes. Par contre, ce qu'on sait un peu moins, c'est que les cornflakes ne sont pas le fruit d'une invention. Personne ne s'est levé pour dire « je vais inventer des cornflakes ». Non, c'est quelque chose qui est arrivé suite à une erreur. Alors, on est à la fin des années 1800, donc un peu avant 1900, et les frères John et Will Kellogg, en fait, vont faire une découverte. John Kellogg est un nutritionniste, c'est un médecin qui soigne ses patients avec beaucoup de rigueur et qui est convaincu que, en fait, pour éviter de tomber malade, il faut avoir une alimentation saine, pratiquer de l'exercice, faire des lavages intestinaux et également s'abstenir sexuellement. Donc, pour lui, l'alimentation saine, c'est même quelque chose de fade. Il faut que l'alimentation soit fade. Et vous comprendrez un peu pourquoi il dit ça dans quelques instants. Donc, il est parfois assisté de son frère Will, qui lui est un homme d'affaires, mais qui de temps en temps passe donc au sanitarium pour aider son frère. Le fameux John Kellogg utilise du blé pour traiter ses patients lorsqu'il veut les accompagner. Donc, dans son protocole alimentaire, puisque lui, il est contre la viande, donc la viande et les œufs qui étaient un classique des petits déjeuners aux États-Unis pendant longtemps, lui, il était complètement contre cette alimentation. Donc, il prescrivait à ses patients du blé bouilli au petit déjeuner avec certainement d'autres choses, mais vraiment, c'est très rigoureux, quoi. Et un jour, il laisse refroidir du blé bouilli un peu trop longtemps. Il est avec son frère lorsque ça se passe. Donc, il laisse refroidir du blé bouilli. Mais ils ont laissé ça un peu trop longtemps et à leur retour, c'était rassis dans une certaine mesure. Alors, pour éviter le gaspillage, parce qu'ils n'ont pas un budget illimité, évidemment, ils ont pris un rouleau qu'ils ont aplati, comme les rouleaux de pâtisserie là, qu'ils ont utilisé pour aplatir donc
le blé bouilli en question, et après ils l'ont grillé. Et à ce moment-là, lorsqu'ils le goûtent, ils se rendent compte qu'il y a un genre de croustillant et que ça ressemble à des flocons. Donc ils sont surpris par ce qu'ils découvrent. Et finalement, ils vont appliquer ce procédé accidentel au maïs, d'où le cornflakes. Parce que corn en anglais c'est maïs. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être que le maïs était plus économique ou qu'il y avait plus de propriétés nutritionnelles. Bref, c'est ce procédé découvert accidentellement qu'ils vont répliquer et l'appliquer au maïs, d'où les cornflakes. Et la recette connaît un véritable succès très rapidement. Donc, John Kellogg, qui est le nutritionniste, il est très heureux de cette découverte parce que il estime que tout ce qui est aliment doux ou piquant, ça peut exacerber les passions. C'est pour ça que certaines personnes disent que les cornflakes, en fait, sont à l'opposé des aphrodisiaques. Bref, pour lui, ça a un goût assez neutre et c'est intéressant. Il l'introduit dans son protocole pour ses patients, mais au-delà de ça, il commence à le commercialiser avec son frère Will, qui lui est un homme d'affaires. La brouille va survenir à un moment parce que quelques années plus tard, je crois que c'est en 1884 par là qu'ils ont découvert donc cette recette et qu'ils ont commencé à l'exploiter. Mais en 90, donc 6 ans à peine plus tard, Will, qui lui est un homme d'affaires, il veut rajouter du sel, du sucre et du malt. Ce que son frère John ne conçoit absolument pas, puisque lui, il est dans une logique vraiment de traitement. Donc, l'alimentation pour lui doit être saine. Alors, les frères ne s'entendent plus, l'argent va les diviser. Will Kellogg rachète la recette à John et finalement, il crée une société de son côté. Il va commencer donc à commercialiser ce qu'on connaît aujourd'hui, donc les cornflakes sucrés, labourés de sucre, qui en fait n'existaient pas avant. Et toutes les variantes sont arrivées avec l'industrialisation. Voilà comment est-ce qu'une erreur peut transformer l'alimentation de toute une population. Ça a été les États-Unis d'abord, mais aujourd'hui on retrouve les cornflakes partout puisque nous sommes dans un processus de mondialisation. Donc ça c'est un exemple palpable, concret, éloquent, qui nous montre que quand on fait des erreurs, si on prend le temps d'analyser l'erreur, si on prend le temps de regarder ce qui est supposé être un échec, plutôt que de le jeter à la poubelle tout de suite, on peut apprendre des choses et on peut même se retrouver avec une mine d'or. Parce que ce sont des dizaines de millions de personnes tous les jours qui consomment des cornflakes aujourd'hui. Deuxième exemple, on va rester dans le monde, on va dire, de l'agroalimentaire de façon générale, et on va parler du champagne. Oui, le champagne, qui est cette boisson qui fait rêver et qui est associée au luxe, n'est pas non plus une invention ou c'est pas quelque chose qui a été créé avec une intention préalable. En fait, on apprend lorsqu'on étudie un petit peu la venue dans notre ère du champagne que c'est le fruit d'une double fermentation. Alors la légende, ou en tout cas les histoires, racontent que certains Français qui travaillaient donc le vin, d'accord, les vignobles, envoyaient des caisses de vin outre-Manche, donc en Angleterre. Et les bénéficiaires de ces caisses de vin auraient donc laissé certaines des caisses trop longtemps sur les docks, ce qui a entraîné une fermentation double, une trop longue fermentation du vin. Et c'est cette fermentation trop longue-là qui a donné donc naissance aux petites bulles fines, aux bulles fines du champagne et à son goût pétillant. Au départ, lorsque ça a été découvert, les amateurs de vin étaient complètement contre. Parce que vous savez, il y a toujours des personnes très traditionnalistes qui refusent l'évolution. Mais le succès a été spontané et de nombreuses personnes se sont retrouvées à apprécier ce pétillant-là, ce côté pétillant. Voilà comment est-ce que le champagne est né. Et aujourd'hui, on estime à 300 millions de bouteilles environ le nombre, d'accord, à 300 millions, pardon, le nombre de bouteilles de champagne vendues chaque année. Il y a des querelles de clochers, donc certaines personnes attribuent l'invention, on va dire, ou la fabrication du champagne initialement à Dom Pérignon, qui était un moine qui travaillait dans un cercle, dans un genre de monastère. Et ça explique pourquoi il y a une marque qui s'appelle Dom Pérignon. Mais c'est une autre version qui n'est pas véritablement celle retenue par les historiens. Donc la première version est la plus plausible. Et voilà, encore une fois, comment le sort, le destin, les choses se déroulent. Et finalement, on arrive à des inventions extraordinaires. Ceux qui ont retrouvé ces bouteilles-là avec des bulles
qui pétillait. Ils auraient pu se dire, ah, c'est quoi ça? Bah, on jette. Non, ils ont fait goûter à d'autres personnes, ils ont testé, ils ont goûté, et ils se sont rendus compte, enfin, en bout d'expérimentation, en bout de test, hein, ils se sont rendus compte que les gens aimaient, et c'est devenu le champagne. Aujourd'hui, il n'y a aucune fête, sauf dans les pays où on ne boit pas de champagne, bien sûr, on ne boit pas d'alcool. Sinon, il n'y a aucune fête sans champagne lorsqu'on veut donner un certain cachet à une cérémonie. C'est la boisson de luxe par excellence, en tout cas dans l'imagerie et dans l'inconscient collectif. Donc, faites attention à ne pas banaliser vos erreurs ou vos échecs. Exemple numéro 3, qui lui aussi est très éloquent. Le Viagra. Ces petites pilules bleues qui sont extrêmement connues et qui ont vu le jour au début des années 2000. Donc, ça fait une vingtaine d'années que dans les années 2000, oui, que le Viagra existe. Le Viagra, c'est un médicament qui a la base, en tout cas une composition chimique qui à la base avait pour vocation de traiter l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Vous voyez qu'on est complètement, on est très éloigné de la fonction finale. Et donc, les chercheurs qui travaillaient chez Pfizer, on y arrive, les chercheurs qui travaillaient chez Pfizer, lorsqu'ils ont mené les premiers tests, avec des cobayes, hein, puisque ça se passe comme ça, il y a toujours un petit groupe lorsque la formulation est avancée, on va la tester sur un certain nombre de personnes qui se portent volontaires, contre rémunération ou non, bref, il y a un groupe de personnes qui a testé le produit et ils se sont rendus compte le lendemain de la prise que il y avait un effet secondaire ahurissant. L'effet secondaire, c'est que les différentes personnes qui avaient testé ça avaient des érections anormales parce qu'elles duraient et qu'elles ne se dissipaient pas, entre guillemets. D'accord? Donc les gens étaient durs pour dire les choses simplement, quoi. Et finalement, ils se sont rendus compte en faisant un deuxième test, un troisième test pour confirmer cette hypothèse que ce médicament était totalement approprié pour lutter contre la dysfonction érectile. À partir de ce moment-là, les groupes pharmaceutiques étant des commerçants, évidemment, que fait Pfizer? Ils vont commercialiser le Viagra en mettant de côté le but initial et donc en commençant à le commercialiser pour cette propriété-là. Et le Viagra est devenu extrêmement populaire puisque c'est ce médicament qui a ouvert la voie à tous les autres médicaments qui sont venus jouer le même rôle en se basant sur la même composition. Hein, c'est toujours comme ça, il y a eu des génériques et plein de choses après. Et on estime, encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, à plus d'1 milliard de dollars de revenus pour Pfizer. C'est-à-dire que chaque année, le Viagra génère entre 1 et 2 milliards de dollars pour Pfizer. Ce médicament est appelé la machine à cash de Pfizer. Pfizer qui est quand même un des plus gros groupes pharmaceutiques et qui possède des centaines d'autres références. C'est ce médicament-là qui, aujourd'hui, est la tête de pont. Ça a été la vache à lait pendant longtemps pour Pfizer. Pourtant, c'est un médicament qui est né d'une erreur. Voilà comment, ou en tout cas d'un effet inattendu. Voilà comment est-ce que parfois, lorsqu'on a un objectif dans la vie, ou lorsqu'on mène une action, il faut être attentif à tout ce qui se passe autour. Parce que vous avez peut-être l'intention de réaliser quelque chose et vous menez ou posez une action X ou Y. Mais ça peut donner lieu à autre chose. Analysez d'abord ce que ça a produit. Ne vous contentez pas de dire non, ne soyez pas buté. Et c'est cette capacité-là à se remettre en question tout en analysant l'existant, ou en tout cas ce qu'on produit, c'est cette capacité qui fait les grands hommes, les grandes découvertes et qui permet de bouleverser notre univers, notre monde. Lorsque Newton, la tête pomme qui tombe, c'est la capacité d'observation aussi. Donc tout part de l'observation et de l'analyse. Il faut qu'on apprenne à développer notre esprit d'analyse pour pouvoir porter un jugement sur ce qui se passe autour de nous, que ce soit le résultat de ce qu'on a nous-mêmes mis en branle ou non. Il faut pouvoir analyser et voir si on ne peut pas en tirer quelque chose d'intéressant. Les exemples, il y en a plein, mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, j'ai voulu vous parler de 4 exemples. Nous en avons vu 3. On va finir avec un 4e qui est très connu également. C'est un produit alimentaire, encore une fois, que vous connaissez très bien, la mayonnaise. Alors la mayonnaise, son histoire, elle est très simple. C'est un chef cuisinier d'un duc français, il y a plusieurs siècles de cela, qui, à un moment donné, a mélangé de l'huile avec ses œufs.
Il s'est trompé lors d'une préparation. Il aurait été, dit-on, un petit peu dans le rush, hein, pour prendre une expression très actuelle, c'est-à-dire la précipitation avec la pression, le stress qui devait servir un certain nombre de convives qui venaient donc chez son patron, et il a commis cette erreur-là un peu dans la précipitation. Ce qui n'a pas plu tout de suite à son patron, puisque une fois que c'était servi, le menu est annoncé, n'est-ce pas? Surtout quand on sait comment ça se passait dans les châteaux, dans ce genre d'environnement un peu bourgeois, aristocrate. Le menu était annoncé, les convives savaient ce qu'ils allaient manger, on le leur avait annoncé. Et lorsque les assiettes arrivent, on se rend compte qu'en fait, il y a dedans une sauce, un genre de sauce qui n'a pas la couleur attendue, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Les gens, ils renchantent un peu, ils rechignent, mais dès qu'ils goûtent, tout le monde est conquis, en fait. Et voilà comment la mayonnaise naît et devient un élément qui accompagne de nombreux repas à la demande de ce fameux duc et de beaucoup de personnes autour, puisque la recette, elle va être reproduite par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, vous le savez, ce sont des millions de personnes qui consomment la mayonnaise tous les jours dans le monde. C'est un produit qui a été largement industrialisé. On connaît certaines marques très populaires en Afrique, mais sur tous les continents. Je veux dire, partout, la mayonnaise est utilisée dans des recettes par des chefs comme par des foyers lambda chez eux. Donc voilà un autre exemple. Et je vous invite, si tout cela ne vous a pas encore convaincu, à aller faire des recherches vous-même. Vous trouverez très facilement, en faisant quelques petites recherches sur Google, de nombreuses autres inventions, des découvertes dans tous les domaines, qui sont nées comme ça d'erreurs, qui sont nées d'échecs. D'accord? La radioactivité, le post-it, il y a tellement de choses. La superglue, le micro-ondes, tout ça, ce sont des inventions qui sont nées d'erreurs, de mauvaises manipulations, d'échecs, de faux pas, et qui ont été, grâce aux personnes qui étaient à la manœuvre, qui ont été popularisées parce que ces personnes-là ont eu l'intelligence de regarder de près et d'analyser le résultat sans porter de jugement hâtif. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais que cette vidéo vous serve de base pour réfléchir et vous demander si ça vaut la peine de ne pas vous bouger, de rester dans votre coin en ayant peur d'échouer. Parce que souvent, c'est cette peur-là qui paralyse la marche vers le sommet. Comme je dis dans un morceau de l'album de développement personnel Soyons Rock que je vous invite à aller écouter. La peur paralyse la marche vers le sommet. Elle anesthésie l'ambition et la fait somnoler. Sinon, nous avons tous de bonnes idées, hein. Mais il faut avoir le courage de passer à l'action et le faire de façon résolue, avec discipline et rigueur et en planifiant les choses. Si vous avez peur de ne pas réussir, je vous ai aujourd'hui montré que même en échouant, vous pourriez réussir davantage que ce que vous envisagiez. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir par quel canal la lumière, la grâce va arriver dans nos vies. Alors nous ferions mieux d'essayer de nous battre, d'avancer, de travailler et ensuite demander le discernement qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre un petit like. Ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif pour la communauté et abonnez-vous. Comme ça, on sera plus nombreux, un peu plus chaque jour et on aura plus d'impact, d'accord, au sein de nos communautés respectives grâce à tous ces contenus-là qu'on partage. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.